Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue sur Crazy Bun Studio. Ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu, ça fait quand même 2 ans. Là ça y est, enfin, ça y est, c'est reparti, la machine est relancée. Et quoi de mieux pour relancer la chaîne, pour relancer finalement la passion du cinéma qui nous anime, qu'un flop top de l'année 2022. C'est-à-dire que je vais revenir personnellement, donc c'est un avis, je rappelle, subjectif, je n'ai pas la science infuse. Je vais revenir du coup sur les films que j'ai vus cette année, sortis du coup en 2022, qu'il s'agisse de cinéma, de VOD ou autre. Et du coup, je vais vous donner personnellement mon flop de l'année, donc les films qui pour moi sont les moins bons de l'année, et le top, donc le top du top, les meilleurs films de l'année. Voilà. Et avec un peu de chance, si on a le temps, j'expliquerai un peu ce qui va se passer sur la chaîne, ce qui va arriver, ce qui va mettre plus de temps à arriver. Donc voilà, suivez-nous pour cette vidéo du coup, où je reviens sur l'année 2022 en matière de cinéma et sur l'avenir de la chaîne. On commence d'ores et déjà avec le flop de l'année. Et oui, autant commencer par la partie un peu moins jolie de l'iceberg avant de passer à la partie la plus sympathique. On commence tout de suite par le numéro 10 de ce flop, Scream de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. 25 ans après la tuerie à Woodsboro dans le premier opus, un nouveau tueur remet le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé, ainsi qu'un certain parent de l'héroïne. Ils pourront donc compter sur les anciens héros afin de combattre le tueur une nouvelle fois. Alors attention, je vous préviens juste, cette vidéo top flop va quand même spoil des éléments d'intrigue des films que je vais aborder. Donc si vous voyez un film dans cette liste que vous n'avez pas vu et dont vous voulez rien savoir, ne regardez pas. Ce film n'est pas vraiment une déception pour moi parce que j'en attendais rien. C'est-à-dire que après le décès de Wes Craven, pour moi, le dossier Scream était résolu, le dossier clos, il n'y avait plus rien à faire. Pour moi, un Scream sans Wes Craven, déjà de base, c'était pas vraiment concevable. Mais ça se confirme en voyant le film. Alors attention, il y a bien pire cette année en matière de films et même de films d'horreur. Mais clairement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment compris l'intérêt, la sustante moelle de Scream pour le coup. Il y avait pourtant des éléments intéressants quand même à exploiter. Les héroïnes principales qui sont pour le coup les filles ou seulement l'aîné, je ne sais plus, parce que j'avoue que j'ai pas revu le film. Ou peut-être seulement l'aîné, mais qui est la fille de Billy Loomis, le tueur du premier film, c'était une bonne idée. Faut être honnête. Après, dans l'exécution, c'est pas non plus ouf. On a aussi les tueurs qui sont des personnages osef et qui réussissent à battre en termes de top des méchants, des tueurs de Ghostface. Ils ont réussi à être plus nuls que celui du troisième film qui vraiment sortait pourtant du tiroir. Attention, j'aime bien Scream 3, mais faut pas dire que le tueur était le meilleur. Mais là, le coup de mettre des tueurs qui sont juste des fans de la saga de films, qui sont en mode la saga est devenue de la merde, on veut que ça devienne bien et tout. Alors, je comprends le délire derrière, le côté Twitter, des connards qui disent « Ah, c'est de la merde, rendez-nous notre enfance », ce genre de conneries. Je vois bien la critique, mais je la trouve vraiment facile et pas non plus extrêmement cherchée. Enfin, je trouve vraiment que c'est bas de plafond, quoi. Je veux dire, pour une saga qui a offert tellement mieux en matière de méta que la saga Scream, sérieux, ça vole pas très haut, quoi. On ajoute à ça le retour de personnages iconiques qui n'est vraiment pas intéressant. Enfin, franchement, je suis désolé, Courtney Cox, qui ressemble à une sorte de pamplemousse écrasé. Enfin bref, je vais pas clasher sur le physique, mais Courtney Cox, enfin l'ombre de Courtney Cox, Neve Campbell qui ne sert absolument... Enfin, ces deux personnes ne servent à rien. Pour moi, elles sont vraiment des pièces rajoutées pour dire « Ok, on a mis vos héroïnes, c'est bon, cassez pas les couilles. » Alors que le film tend à beaucoup plus s'intéresser aux nouveaux personnages. Et la mort de Dewey, elle était visible à 5 km. Pour le coup, on était plusieurs à voir le film. On était en mode « Ouais, tu vas mourir. Tu vas mourir. » Faire dans la tête? Non, non, ok, tu vas mourir. Enfin, c'était vraiment pas spécialement surprenant. Et en plus, enfin, pour un personnage qui se fait poignarder à chaque film, au bout d'un moment, bon, sans le réchauffer, quoi. La réal n'est pas non plus hyper intéressante. Enfin, franchement, le problème de ce film, c'est pas que c'est un navet. Loin de là, hein, c'est pas non plus une immonde bouse. Le problème de ce film, c'est qu'il est inintéressant. Il n'apporte rien, Si, enfin, je me dis, les héroïnes peuvent être intéressantes, mais vu ce qu'ils en ont fait dans le 5e film,
J'ai très peur pour le 6e opus, dont la bande-annonce est sortie récemment, et l'affiche dégueulasse aussi. On a tout autour une bande de jeunes qui n'est pas réellement intéressante, n'est pas réellement inventive. On a des anciens héros qui meurent de manière nulle, alors qu'ils étaient sympathiques dans l'opus précédent. Et même si ce personnage-là peut en énerver certains, j'avoue que cette jeune femme, elle, est mon personnage préféré du film. J'aime ce personnage qui, pour moi, pour le coup, est attachant, mais, faut pas se mentir, c'est une repompe totale du personnage meilleur ami de Sydney dans le premier film. C'est-à-dire que quand le seul bon point de ton film en termes de personnage nouveau, réellement nouveau, quand vraiment le bon point, c'est une repompe du travail de Wes Craven, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle ce film atteint pour moi le flop 10 et n'est pas au-dessus, parce que pour moi, il y a bien plus mauvais films qui nous attendent. Et on va découvrir ça tout de suite. Flop numéro 9. Tic et Tac, les Rangers du risque de Akiva Schaffer. De nos jours, Tic et Tac évolue autant dans le monde de l'animation que dans celui des humains. Depuis la déprogrammation de la série dont ils étaient les héros, leurs vies ont pris des directions diamétralement opposées. Tic s'est reconverti en représentant en assurance et mène une existence ordinaire dans une banlieue résidentielle. A l'inverse, Tac a fait l'objet d'une opération médicale et se produit dans des galas et conventions empreints de nostalgie où il tente vainement de retrouver sa gloire passée. Lorsqu'un de leurs anciens partenaires d'aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac n'ont d'autre solution que de renouer avec leur amitié passée et de reprendre leur chapeau et des détectives pour partir à son secours. Ça y est, on entre dans les films de merde. Dans les films qui sont juste là parce qu'on a des sagas, des trucs qui existent. On se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on a pas... Tic et Tac, on produisait ça en dessin animé dans les années 90. Bah vas-y GG. Vas-y GG, sors-moi cette merde. On va en faire un film live action, mi-animation. On va faire... Ouais, tu connais Roger Rabbit? Ouais. Bah vas-y GG, fais-nous un Roger Rabbit avec Tic et Tac, c'est bon. Ouais, bah les mecs, ils adorent. Ils adorent Roger Rabbit, alors vas-y, sors ça. Hein. Non, c'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là où Roger Rabbit a un vrai amour de son public, un vrai amour du médium qu'il adapte, il aime les cartoons, tout ça, il réutilise les codes d'ailleurs pour créer une aventure sympathique. C'est-à-dire qu'ici, non. Ici, on balance juste des fions. On balance des fions à Sonic, parce que, oh là, tu comprends le premier film, oh bah, il était moche Sonic. On balance des fions au film de Zemeckis, en animation, motion capture. On met des fions à tout le monde. En fait, c'est un film cynique. C'est une enquête déjà qui est pas intéressante. Moi, personnellement, je suis désolé, l'enquête ne m'intéresse pas. On a Tic et Tac qui sont détestables, vraiment. Je sais pas, moi j'ai pas vu la série originale Les Rangers du Risque, donc je critiquerai pas. Je laisserai Capitaine Critique, le collègue, peut-être en parler, parce que je pense qu'il l'a peut-être vu. Il a plus de chances d'avoir vu ça que moi. Mais pour le coup, non, c'est... Tic et Tac, ils sont insupportables. Hein. On en a un, c'est vraiment un putain de rabat-joie casse-couille. Et l'autre, c'est un débile profond. Donc moi, personnellement, ça me fait chier. Ensuite, l'héroïne, la fliquette, là, je sais plus comment elle s'appelle, ça va être marqué sur l'affiche, mais voilà. Parce que j'en ai plus rien à foutre. La fliquette, elle est inintéressante, elle est lisse, le personnage est lisse. Vous savez, c'est le personnage humain des films avec des héros en animation. En animation CGI, tout ça. C'est vraiment l'humain qui suit les Schtroumpfs, qui suit Sonic, tout ça. C'est l'humain dont on se fout cordialement. Et qui est souvent un flic d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils font des flics. Ça rassure, je sais pas. Ouais. Non, pour le coup, il y a très peu de choses à sauver de ce film. À la limite, si je veux être gentil, je dirais le traitement de Peter Pan. Avec un peu de chance, le traitement de Peter Pan est un petit peu intéressant. On va dire qu'on a droit à un Peter Pan qui a une évolution logique. Mais sinon, les gags ne marchent pas. Je me rappelle pas d'un seul gag qui m'a vraiment marqué dans le film. Un seul gag qui m'a vraiment plu. Non. Non, l'enquête est osef, les persos sont insupportables. La réal, j'ai rien à en dire. L'humour est cynique et vraiment mais malvenu. Vraiment, c'est on se moque des autres et nous, on fait de la merde. Donc, ta gueule, en fait. Non, il n'y a rien. Le scénario 0, les persos 0. Ou alors, limite 1 sur 20 pour Peter Pan. Et encore, je suis gentil. L'enquête, rien du tout. Non, il n'y a rien à sauver. Ce film est nul. Il est fait pour des buts purement mercantiles. Alors,
tout le cinéma est mercantile, on va pas revenir là-dessus, mais ce film a vraiment juste pas d'ambition, il est juste venu d'un projet de marketeur. Moi, ce film, ne le regardez pas, ne le mettez pas à voir à vos enfants, s'il vous plaît. Mérite mieux, moi je... hôpital psychiatrique à la limite, sous cacheton à la limite ça va être mieux. Ça sera mieux sous cacheton que devant ce film. Ah non, c'est de la merde. Vraiment, ne regardez pas. Moi j'ai eu ce film pour vous, c'est-à-dire que cascade fait par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Et voilà, Jackass. Mais voilà donc pourquoi Tic et Tac est vraiment à sa 8ème place du flop. C'est vraiment nul. Le pire, c'est que c'est même pas nul, révoltant. C'est même pas le film où tu vas te dire c'est à chier, rendez-moi mon argent. Non, non. C'est le film juste, tu vois, tu dis c'est nul. Voilà. C'est de la merde. C'est tout, c'est nul. Flop numéro 8. Hôtel Transylvanie, changement monstre de Derek Drymon et Jennifer Kulska, et La nuit au musée, le retour de Kamunra de Matt Danner. Je sais ce que vous vous dites. Ouais, Crazy, Hermite, Fontaine, appelez-moi comme vous voulez. Crazy, c'est de la triche, Hermite, c'est n'importe quoi, il y a 2 films au même flop, c'est n'importe quoi, tu n'as pas le droit, finalement Scream n'est pas dans le flop du coup. Non, si, je vous explique. J'ai mis ces 2 films, pour le coup, dans le même flop, dans le même flop 8, tout simplement parce que pour moi, ce sont 2 films qui ont les mêmes problèmes, 2 films qui ont le même syndrome, et je vais vous expliquer pourquoi du coup. Ces 2 films, je les traite en même temps, parce que pour moi, c'est la même merde. Et encore, je suis gentil, j'ai mis que ces 2-là, parce que, à mon sens, le film L'Âge de glace, Buck, machin truc, là, il avait la même place. Mais comme j'ai pas eu la foi de le voir en entier, j'ai dit bon, on va être sympa. Allez, résumé des films. Quand le rayon monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing se détraque, Drac et ses acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre. Sous leurs nouvelles apparences, Drac et Jonathan doivent unir leurs forces et sillonner la planète pour trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard. Nick Delay travaille l'été comme gardien de nuit au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. Pour ce lycéen qui suit les traces de son père Larry, ce poste représente un vrai défi, car il est déterminé à ne pas le décevoir. Heureusement pour lui, il connaît bien la tablette qui donne vie au mannequin exposé. Dès la tombée de la nuit, il peut ainsi retrouver ses vieux amis Jebedia, Octavius et Sacagawea, mais lorsque le dangereux souverain égyptien Kamunra s'échappe du système, dans le but de délivrer son armée de morts du monde souterrain, Nick doit tout mettre en œuvre pour contrer ses plans diaboliques et ainsi sauver le musée une fois pour toutes. Oui, à mes yeux, ces films sont pires que Tic et Tac, les Rangers du risque. Et je vais vous dire pourquoi. Ces films sont des suites commerciales qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Tic et Tac, on pourrait au moins leur attribuer qu'ils ont au moins voulu reprendre un concept. Ils l'ont repris comme de la merde, hein. Ils ont fait de la merde. Mais au moins, ils avaient une histoire à raconter. C'est déjà ce que je leur accorde. Ils ont voulu raconter une histoire de merde, et ils l'ont fait comme de la merde. C'était à chier, mais au moins, ils ont voulu raconter un truc. C'était nul, mais ils l'ont raconté. Là, ici, on a le droit à 2 films qui veulent surfer sur la vague d'une licence en rajoutant un film qui n'a aucun intérêt, qui ne raconte rien, qui n'a pas d'histoire. Alors on va me dire, oui, mais quand même, il y a un scénario. Par exemple, tu prends Hôtel Transylvanie, il y a un scénario. Oui, en soi, il y a un scénario, il y a une histoire, oui. Mais en soi, c'est la même histoire qu'on a déjà vue. En soi, dans Hôtel Transylvanie 4, c'est encore une fois Drac qui apprend à apprécier Jonathan, qui apprend à apprécier Johnny, qu'il soit humain ou pas et tout. Ça, c'est ce qu'apprend Drac dans les premiers et deuxièmes films. Il apprend à apprécier les humains un minimum et Jonathan dans le premier film parce qu'il aime sa fille. Il apprend à apprécier les humains en général et à accepter les humains pour ce qu'ils sont dans le deuxième film avec son petit-fils. Je veux dire, là, on est au même titre que le troisième film. Déjà que le troisième Hôtel Transylvanie, c'est peut-être un avis impopulaire, mais déjà que le troisième Hôtel Transylvanie, je trouve qu'il est nul et il raconte pas grand-chose. À limite, Drac qui tombe amoureux, bref. Déjà, voilà. C'est que le 3 n'apporte pas grand-chose, mais alors celui-là n'apporte rien. Et l'humour, je me rappelle, je crois que j'ai pouffé 2 fois dans le film en 1h30. Vraiment, c'était pas bien. L'humour n'est pas bien foutu. Après, ça reste subjectif, l'humour, mais en même temps, ce flop est subjectif. Mais pour moi, l'humour est mal foutu, et pas drôle d'ailleurs. Les personnages ont régressé et rapprennent les mêmes choses que les films précédents. En fait, on a juste cherché un point de scénario en ressortant Van Helsing derrière les tiroirs pour créer un scénario. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages se mettent eux-mêmes dans la merde, un peu comme Suicide Squad à l'époque.
Les personnages se mettent eux-mêmes dans une situation de merde pour justifier qu'il y a une situation de merde à résoudre. C'est insupportable. Vraiment, je me suis fait chier tellement fort que quand je l'ai regardé avec les potes, vraiment j'étais sur autre chose à côté. Parce que vraiment, alors je suivais le film, mais au bout de 1 heure sur 1h30, du vide, moi au bout d'un moment je suis en mode bon, je vais faire un peu un truc à côté, comme ça je vais suivre, mais bon voilà. C'est vraiment chiant. Et pareil pour le retour de Kamundra. Mais alors le retour de Kamundra c'est encore pire. Parce que le film, déjà l'animation je la trouve pas très jolie, mais après c'est avis personnel, moi je suis pas fan, mais bon, ça c'est pas une vraie critique en soi. Non, non, pour le coup, le film veut avancer quelque chose avec le fils et passer à autre chose, mais le problème c'est que le film te ressort Kamundra encore une fois, qui est ridicule. Il ridiculise les dieux avec des blagues pas drôles, putain, je crois que c'est Seth, le dieu égyptien, il est pas drôle, il est vraiment ridicule, et sur les blagues de prout, enfin des trucs comme ça, moi je suis en mode, ouais non, 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 alors peut-être que c'est pour les enfants, comme on dit, hein. C'est pour les enfants. Moi, je pars du principe que les enfants, on peut très bien leur mettre des blagues et leur mettre un scénario intelligent et ne pas les prendre pour des cons. Pour le coup, on reverra ça dans le top de l'année. Mais vraiment, c'est aberrant. Moi, les seules blagues qui m'ont fait rire, alors, on va me traiter encore de facho, hein, c'est pas grave. Mais moi, les seules blagues qui m'ont fait rire, c'est les blagues sur Jeanne d'Arc. Il y a Jeanne d'Arc dans le film et qu'elle fait souvent des blagues sur le fait qu'elle s'est fait cramer. Parce que ils ne l'ont pas cru, alors ils l'ont cuite. Non, mais voilà, c'est les seules blagues qui m'ont fait rire. Et l'humour noir, bon bref. Mais vraiment, non, non, le gamin... En fait, on te ressort Kamundra, on le confronte pas à son frère, on fait des incohérences, parce que les pouvoirs de la tablette, maintenant, c'est devenu... ça fait le café, hein, voilà. C'est un peu comme l'huile noire dans Prometheus et Alien Covenant. Non, non, pour le coup, la tablette n'a plus aucun sens, enfin, les pouvoirs sont incohérents, enfin... Ils jouent avec les règles de l'univers, mais en fait, ils font n'importe quoi avec. Du coup, le film est non seulement inintéressant, n'invente rien, mais en plus de ça, il est incohérent avec la saga. Non, non, vraiment, les personnages sont pas attachants. On retrouve même des sketchs réutilisés. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais afficher ça, je pense, quelque part. Il y a un moment, ils sont dans un bus. En mode, oh là là, ils sont trop bizarres, ils sont habillés bizarrement, ils sont dans un bus. Ça, c'était une blague déjà du troisième film qui déjà était pas bon à mes yeux. Donc, ouais, non, non, c'est de la merde. C'est encore une fois, c'est de la merde. Il n'y a rien à retenir. C'est juste des suites mercantiles qui n'ont rien à apporter à la saga et qui juste veulent continuer à surfer sur le concept. Malheureusement, les deux sont sortis sur des plateformes VOD, donc je sais pas si c'est juste parce qu'ils ont été annulés. Je sais que Hotel Transylvanie 4 a été annulé. Il devait sortir au cinéma, puis il est sorti sur Amazon Prime. Et la nuit au musée, je crois qu'il était prévu dès le début sur Disney+. Mais en fait, ça fait vraiment on bourre de contenu. En fait, on sait pas quoi mettre. Vas-y, bourre. On a quoi? La nuit au musée? Vas-y, balance, balance. On a rien à mettre. Vas-y, dépêche-toi. C'est nul. Je ne vois pas d'intérêt. C'est vraiment du bas de gamme et c'est vraiment, il n'y a rien à ajouter. C'est nul. Flop numéro 7. Jurassic World, le monde d'après, de Colin Trevorrow. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine. Comment on en est arrivé là? Sérieux, comment? On a commencé avec Jurassic World 1 que je n'ai pas spécialement aimé, qui pour moi avait des gros défauts, qui étaient pas terribles, mais on avait vraiment remonté la pente avec Jurassic World Dominion. Pour moi, une des meilleures suites, si ce n'est la meilleure suite de la saga. Mais on en reparlera dans le Hermite critique Jurassic World, qui sera un jour prévu, hein, on verra. Mais ça va saigner. Parce qu'on retourne après sur Colin Trevorrow, ce Jurassic World, qui pour moi déjà est un mensonge. Ce film est un braquage à la mexicaine. C'est-à-dire que on quittait l'univers Jurassic World avec les dinosaures qui envahissent les villes, qui envahissent l'humanité. Et comment vont-ils cohabiter? Vont-ils réussir à cohabiter? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va détruire l'autre? Avec des images assez ouf, avec le mosasaure dans la plage, plein de trucs comme ça, c'était très cool. Et du coup, on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Au final, le film n'en a rien à foutre. Le film dit dès les 15 premières minutes... Alors, j'ai vu les versions cinéma et les versions longues. Hein. J'ai vu les deux versions, cinéma et longue. Et c'est la même merde, hein. Je suis désolé, il faut arrêter, le film n'est pas beaucoup amélioré avec la version longue. Non, non, le film, dès les premières minutes, va te dire... Alors, en fait, cette histoire de dinosaures chez les humains, j'en ai rien à foutre. Clairement, j'en ai rien à foutre. On va plutôt parler de grosses cigales, de gros criquets,
qui mettent en danger l'espèce humaine. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est sûr que c'est ce qu'on voulait voir. Hein. Le problème, c'est que déjà, les bandes annonces étaient un peu pipotées, en fait. Ça te montrait un peu autre chose comme concept. On te parlait des dinosaures chez nous, mais non, finalement, non. Et si avec la Real qui n'allait pas, d'ailleurs, parce que la Real ne va pas, mais parce que Colin Trevorrow, moi personnellement, désolé, je déteste son travail. Et je persiste à dire que Star Wars 9 aurait été pire avec lui, mais bon. Attention, 90% des commentaires vont être sur Star Wars et pas sur le flop, ni le top. Non, vraiment, pour moi, Colin Trevorrow, j'aime pas du tout sa Real, je trouve ça, mais fade. Et je trouve le fanservice qu'il fait vraiment beaucoup plus abusif que celui de J.J. Abrams. Vraiment, quand on voit les trucs qu'il fait en termes de Real, pour moi, c'est... Déjà, les effets spéciaux sont moches, putain. Ah non, les effets sont moches. C'est immonde. C'est de la CGI dégueulasse. Les FX sont dégueulasses. À côté de ça, on t'ajoute une réal qui est vraiment molle, mais molle du cul, putain. Ah, c'est mou, on se fait chier, y a rien. Pas... Non, c'est de la merde. La réal n'a aucun impact, vraiment, n'a aucune... Non, c'est fade, on dirait un Yes Man qui a fait ça. Clairement... En plus, si on devait parler de son hommage à la saga avec la scène du T-Rex qui rentre dans le cercle, qui fait le logo de la saga, enfin je vais devenir violent. Non, il n'y a rien à sauver. Les personnages sont OSEF. Vraiment, que ce soit la génération World, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, tout ça, ou la version, l'original, le trio original qui revient, mais il n'y a rien à en tirer, hein, c'est abusé. En fait, ils ont voulu reprendre les personnages, et tout comme le flop d'avant, les faire régresser. Ian Malcolm, il redevient le Ian Malcolm de Jurassic Park 1. C'est-à-dire le mec un peu cynique, souriant, un peu marrant, avec sa veste en cuir et tout le bordel. Tout le bordel. Non. Sattler et Grant sont limite les mêmes personnages que Jurassic Park 1. Ça ne va pas. Les persos n'ont pas évolué, ils ont régressé. C'est insupportable. Je comprends pas ce besoin qu'ils ont de nous ressortir des personnages comme ça. Non. Parce que vous le vouliez ou non, il y a eu d'autres opus dans la saga, les personnages ont évolué. Il y a eu le monde perdu. En plus, le pire, c'est que les films, ils font référence, en plus, les worlds. Donc, il y a eu le monde perdu, il y a eu Jurassic Park 3, les personnages ont évolué. Ça ne marche pas comme ça. Et juste faire une référence en mode, ouais, ton mari, bah j'ai divorcé, ok. Pour dire, ah, on prend en compte Jurassic Park 3. Non, parce que la psychologie du personnage n'est pas la même. Vous ne la prenez pas en compte. Donc, non. Ensuite, le nouveau méchant, Johnson. Johnson est parmi nous, Johnson est là. Tout le monde s'en fout, ça, on s'en branle. Ça, le méchant de Jurassic World 3 est un espèce de Steve Jobs de merde qui vraiment n'apporte rien au schmilblick. Il ne sert à rien. Il est juste... J'ai l'air gentil, mais je suis un méchant. Ok. Ok, d'accord. Non, mais c'est vraiment inutile. Il n'y a rien qui va. La réal ne va pas. Les effets spéciaux ne vont pas. La musique, il n'y a rien qui... Ah si, la scène de fin. Pardon, la scène de fin avec les animaux qui côtoient les dinosaures. Le sujet qu'aurait dû être le film. Ça, c'est sympa. Il y a quelques scènes sympathiques. Mais c'est tout. Ça représente 1 minute 30. Et c'est tout. Et le pire, c'est que les mecs t'envoient tellement te faire foutre avec ce qu'aurait dû être le film, qu'ils expédient ça en 10 minutes, comme j'ai dit. Mais en plus, à travers un espèce de faux reportage télé. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est vraiment abusé. C'est vraiment le vieux reportage. Alors, nous avons des dinosaures parmi nous. Oh là là, c'est compliqué. Tu dis, mais va niquer ta mère, c'est le sujet du film. Me l'expédie pas en 15 minutes. Non. À côté de ça, l'humour omniprésent de Ian Malcolm me donne envie de l'éclater contre un mur. Vraiment, c'est insupportable. Genre, autant il faisait de l'humour dans le premier film, le premier Jurassic Park original, mais ça passait, c'était un peu cynique, mais c'était vraiment des petites pointes de cynisme qui marchaient bien. Maintenant, le cynisme omniprésent d'Hollywood est tellement en train de gangréner les productions que ça devient dégueulasse. C'est ce que j'appelle l'humour Marvel. L'humour MCU. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les personnages qui, au lieu juste de faire une petite note d'humour sympathique, non, ils font constamment de l'humour, mais sur eux-mêmes en plus. C'est-à-dire que eux-mêmes se regardent, ils font « Ouais, t'as vu, je suis un raton laveur et on affronte un connard. Ah, ça vu, ça n'a aucun sens. C'est de la merde ce qu'on fait. Hein ?» Les gens sont venus voir de la merde, hein, ouais. C'est le cynisme vraiment qui insulte le spectateur, et ça me rend fou. Je trouve ça insultant et dégradant au possible, autant pour le film que pour les gens qui y travaillent, que les gens qui vont voir le film. C'est vraiment de la merde. Et franchement, voilà, c'est vraiment dommage, parce que en vrai, je me dis, s'ils avaient gardé Bayona, qui était sur le deuxième film, est-ce que ce serait mieux passé? Est-ce qu'on aurait eu un scénario sympa? Est-ce qu'on aurait eu de la réal? Enfin, je veux dire, passer de Jurassic World 2 à Jurassic World 3, c'est vraiment, mais...
Ça fait mal. Ça fait mal de ouf. Et pour le coup, on a des retours qui sont osef. Quand on te ressort les persos de Jurassic World 2 ou Jurassic World 3 là, qui sont de retour, mais Omar Sy, moi j'ai envie de l'étrangler. Je le vois, je fais mais qu'est-ce que tu fous là? Dédicace à Nico Ciné, le collègue qui déteste Omar Sy. Et t'inquiète pas qu'on te comprend. Non mais voilà, c'est vraiment... Le film a des sous-méchants de merde, des méchants de merde, des péripéties osef et mal filmées. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre du film après? Je veux dire, déjà, même le sujet que vous étiez censé traiter, vous l'avez pas traité pour passer sur autre chose qui n'intéresse personne. Au bout d'un moment, y a rien qui va. Moi, non. Allez vous faire foutre. Clairement. Et je pense que s'il y a un autre Jurassic World qui sort au cinéma, mais même avec mon pass cinéma, je suis pas sûr d'y aller parce que j'en ai marre. Là, c'est du foutage de gueule, vraiment. Je vous chie dessus et en plus, vous allez manger ma merde. Non, non. Clairement, le film, il a pas volé sa place dans le flop et c'est horrible de se dire qu'on va descendre encore. Et voilà, franchement, c'est... Comme dirait un ancien patriote du sud de la France, c'est honteux. C'est honteux. Flop numéro 6. Morbus de Daniel Espinosa. Gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbus tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Oh, c'est de la merde. Mais c'est de la merde, mais là, on arrive à un niveau où c'est de la merde qui me fait rire. C'est-à-dire que je déteste pas le film. C'est vraiment... Ce film est un troll. C'est pas possible autrement que ce film existe. C'est du troll. C'est vraiment de la merde. Mais... C'est-à-dire que le film en devient nanardesque parce que j'ai l'impression que le film est vraiment fait premier degré, mais il en devient trop drôle. C'est nul. Mais c'est nul. Oh. On n'est pas au niveau d'un Bloodshot ou un truc comme ça qui, moi, m'énerve, justement. C'est nul, mais il n'y a rien à en tirer. Là, moi, j'en passe une bonne soirée, vraiment. Et ce film est honteux. Attention, ce film est honteux. C'est-à-dire que le film aussi ment sur sa promo. C'est-à-dire que le film est vraiment rien à voir avec ce qu'il propose. Le film a pas arrêté de dire oui, ce film sera connecté peut-être à The Amazing Spider-Man, au Spider-Man de Raimi, au MCU et tout. Et il y a beaucoup de plans fanservice teasing dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Et donc oui, là c'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Alors je suis peut-être un peu plus détaché du film parce que personnellement, je l'attendais pas, j'en avais rien à foutre. J'en avais complètement rien à foutre. Mais le film est nul, ah oui. Déjà les acteurs cabotinent, mais à un niveau... Alors moi, j'arrête les tours, j'en ai juste rien à foutre. Moi perso, l'acteur ne me touche pas, mais je vais pas aller le détester. Mais sur le film, ça va, c'est pas le pire. Mais vraiment, Matt Smith. Ah, je l'aime bien, Matt Smith, hein. Dans House of the Dragon, dans plein de projets, j'aime bien Matt Smith. Mais là, sans déconner, il cabotine de fou. Mais il en devient drôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un acteur qui est un excellent acteur, à mes yeux, c'est un très bon acteur. Mais en fait, voir un très bon acteur jouer de manière aussi stéréotypée dans une production aussi cheapos, vraiment, moi, je me marre parce que je me dis, le mec, est-ce qu'il savait que ça allait être de la merde et qu'il a fait ça du coup parce qu'il savait? Ou est-ce qu'il a joué vraiment premier degré? Moi, en fait, j'ai limite plus envie de voir un making-of du film, un making-of pas chapeauté par les studios qui est pipoté, mais un vrai making-of honnête du film, j'aimerais bien le voir parce que sans déconner, ça doit donner. Et non, non, l'histoire, c'est une histoire de comics mal foutue, on est au niveau de Venom 2, quoi. Venom 1, mais Venom 1 est moins dégueulasse que le 2 à mes yeux, mais bref. On est au niveau Venom 2, quoi, c'est-à-dire que le Sonyverse, le Spidey Sonyverse. Mais ah ouais, non, c'est tellement nul que ça en devient drôle. Vraiment, c'est la réal. Daniel Espinosa, moi je le déteste pas, c'est-à-dire que je crois que c'est Life, le film que j'ai vu récemment de lui, et j'avais trouvé ça très 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 cool. J'étais étonné de voir le résultat de cette merde. Mais non, non, Daniel Espinosa de base n'est pas un mauvais réal, mais là c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf du tout. Et vraiment, je sais même pas quoi. Enfin, je sais même pas quoi développer quoi. C'est vraiment le film. Les acteurs cabotinent un max. Le film est un mensonge commercial, enfin marketing. Le film a un scénario vraiment tellement classique qu'il en devient risible. La réal est juste aux F dans le film, hein. Franchement, je pense que le mec était en intérim.
Les effets spéciaux, en vrai, c'est pas ouf du tout. C'est pas très joli. Vraiment, c'est pas joli, mais ça m'a moins pris au trip que le côté dégueulasse de certains effets de Jurassic World 3. Pour le coup, vraiment... je trouve qu'il y avait un concept dans la gueule du personnage, quoi. Il y avait au moins un concept... Oh oui, oui, non. Oui, les effets spéciaux sont dégueux. Mais, je veux dire, il y avait un concept vraiment dans les gueules. Il y avait au moins un principe à trouver sympa, quoi. Je veux dire, les vampires avaient une gueule sympathique. Mais sinon, non, c'était dégueulasse. Ouais, je me remémore un peu les scènes, là. Non, c'était dégueulasse. Donc, c'était dégueulasse, mais je crois que j'en ai eu plus rien à foutre que le reste. C'est-à-dire que le film, je l'ai vu, je fais... Ah, c'est de la merde, ouais. Bon, bah... Next. Non, non, enfin... Je veux dire, tous les persos sont des stéréotypes. Je veux dire, t'as le héros maudit, t'as le méchant qui est méchant, tu vois, la copine du héros à sauver, t'as le mentor. T'as vraiment toutes les figures classiques du scénario. Le scénario est d'un classicisme vraiment ridicule. Et voilà, ça donne juste un film stéréotypé, avec des acteurs qui cabotinent, une réal Osef. Du coup, ça donne vraiment un film de série B, ou de série Z à la limite. C'est vraiment... Vraiment, ouais, c'est une série Z et il n'y a juste pas d'intérêt à le voir. Si, si vous voulez mater entre potes un film débile et juste rigoler du film et vous foutre de la gueule du film, vous avez passé une bonne soirée, mais vraiment, il mérite sa place dans le flop. Mais il m'a clairement moins énervé que celui au-dessus. Voilà. Suivant. Flop numéro 5. Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore de David Yates. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse une équipe afin de contrer le puissant mage noir. Vous savez, moi je pars d'un principe net, c'est qu'au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de déterrer des cadavres. Non, parce que pour le coup, la saga Animaux Fantastiques est mais un tel ratage. Sans déconner, ça c'est la borne d'arrêt d'urgence à 190 sur l'autoroute. C'est une putain de foirade complète. C'est abusé. C'est qu'on a commencé avec un premier film qui était moyen, très moyen, mais ça va encore, on peut trouver ça passe. Un deuxième film qui est pour moi une sombre merde qui n'a que Johnny Depp pour sauver le film. Parce que pour le coup, je trouve que Johnny Depp en Grindelwald était extrêmement bon, mais peut-être pas objectif sur Johnny Depp. Et ce film-là, bah, étant donné ses problèmes personnels, il a été remplacé par Mads Mikkelsen, qui est encore une fois coltiné au rôle de méchant dans les films occidentaux, enfin les films anglo-saxons si je puis dire. Et il s'en fout, il s'en fout à un point. C'est magnifique. C'est vraiment, il a l'air de s'en battre les couilles du film. Ouais, lui, il attend... Vous voyez, quand il faisait quand tu vois ces scènes, il est toujours en mode. Qu'est-ce que je vais manger ce midi comme sandwich triangle? C'est très drôle. Non, vraiment, le film est nul. Oh, j'avais trouvé le 2 mauvais, mais alors le 3, il n'y avait pas de... J'ai l'impression que les scénarios dans ce flop sont juste foirés, mais à un niveau mais incommensurable. Et pour le coup, J.K. Rowling, je persiste à dire, fait des bouquins. Et laisse les mecs les adapter, c'est tout. C'est abusé. Vraiment, le film n'a aucun centre d'intérêt réel. C'est-à-dire que les centres d'intérêt, les points de scénario, c'est quoi? On a d'un côté croyance. On découvre qui est son père, du coup, c'est le frère de Dumbledore, qu'on voit aussi dans les derniers films Harry Potter. Enfin, dans le dernier film Harry Potter. Ok. Et donc, parce qu'en fait, le film n'a absolument rien à raconter. Et, pour le coup, on a l'élection, on invente d'un coup une élection des grands mages pour que Grindelwald veuille y participer. On parle quand même d'un mage noir reconnu et condamné. Quoique c'est vachement cohérent avec notre monde actuel en fait. Pour cela, ils utilisent un système d'un animal, mais l'autre il le ramène à la... Enfin, c'est bordélique. Je suis pas plus con qu'un autre, je pense. Mais vraiment, c'était compliqué à suivre. L'animal il est ressuscité, mais il y a son autre frangin ou l'animal qui au fait finalement prouve que l'autre est mort et que du coup son jugement est faussé. Enfin, c'est un vote. Cassez pas les couilles avec un animal fantastique de merde qui n'a aucun intérêt. Parce que c'est ça le truc, c'est que la saga d'un côté veut toujours mettre les animaux fantastiques dans le bordel, mais
De l'autre côté, t'as une part du scénario qui dit non, mais en fait, je veux raconter autre chose sur Dumbledore, sur Grindelwald et tout. Décidez où vous allez, les mecs, sans déconner. Ça, c'est le problème. À côté, il y a le personnage de Norbert Dragono que j'ai jamais pu encadrer vraiment. Ce personnage m'énerve parce que j'ai l'impression de voir un mauvais stéréotype, un mauvais archétype de personne autiste. Alors, peut-être dire de la merde, hein. Peut-être qu'il y a des personnes autistes qui vont me dire oui, non, mais certains d'entre nous sont comme ça et tout. Je ne juge pas, mais vraiment j'ai l'impression de voir un archétype et vraiment ça me rend fou. Ça me fait chier, je trouve le personnage vraiment pas spécialement attachant et il me saoule. Voilà. À côté on a Jacob qui est le personnage le plus sympathique des films qui devient lourd. Enfin vraiment c'est au bout d'un moment les blagues sur oh là là c'est le moldu, il est un peu perdu, il est un peu gros aussi. Ça me saoule. Le personnage de Queenie qui était intéressant dans le second opus vis-à-vis de son mariage impossible avec un moldu devient vraiment anecdotique dans le troisième film. Vraiment, elle se résume à j'étais traumatisée par des années de trucs avec Grindelwald. Mais je t'aime quand même, ma chérie. Je veux être avec toi. Ouais, mais je ne suis plus la même. Je t'aime. Ok. C'est vraiment très anecdotique. Et c'est triste parce que le personnage était vraiment intéressant. On a sa sœur qui est la love interest de Norbert Dragono qui disparaît complètement. Alors, c'est parce que l'actrice était enceinte, si je dis pas de bêtises. Je peux comprendre, mais à la fin, elle arrive. Oh là là, on est tous amoureux, on est tous heureux. Ah là 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 là. Enfin voilà, le personnage de croyance, j'en ai rien. Enfin, voilà, le personnage de croyance, je le trouve inintéressant du début à la fin, depuis le premier film. Vraiment, son retour qui n'était pas expliqué dans le second opus, qui finalement là, il est rempli de haine contre les Dumbledore. Enfin, oh là là, plus le film est mal filmé. Enfin, franchement. David Yates, j'ai jamais été un gros fan de son travail, que ce soit les Harry Potter, Tarzan ou autre. Mais là, oh là là, la règle des 180 degrés, mais elle va se faire foutre. Et en plus, le nombre de cuts qu'il y a dans des scènes d'action. Il y a un affrontement Dumbledore-Grindelwald. Le nombre de cuts et de règles des 180 degrés qui va se faire enculer, mais c'est aberrant. Le film est aberrant. Le scénario, à la fois, est inutilement compliqué et tient sur un paquet de mouchoirs. Enfin, voilà. De l'autre côté, la réelle ne va pas. Les acteurs, après, en soi, ils ne sont pas mauvais. On a un nouveau personnage, une agente, une Aurore, je crois, une agente du gouvernement, du ministère qui lutte contre les mages noirs. Elle est super cool. Elle, ok. Le frère de Norbert, il est toujours insupportable. Je sais pas si c'est physique. Sa tête, je l'aime pas. Je n'aime pas sa tête. Pour le coup, les gags m'énervent. Moi, le gag de Norbert Dragono dans la prison en mode je fais une danse pour les crevettes magiques, ça m'a énervé, ça me saoule, je trouve pas ça marrant. Les blagues sur, à la limite, les blagues sur la fausse baguette de Jacob pouvaient être intéressantes parce que du coup il est en équipe souvent avec la meuf du ministère et pour le coup ça donne un duo assez sympathique. Là par contre c'est un bon point. Mais sinon Grindelwald, pareil, je suis désolé, Matt Mikkelsen, je sais pas s'il en a rien à foutre ou si c'est son perso qui ne veut plus rien dire, mais pour le coup je préférais clairement Johnny Depp. Là, le perso ne m'inspire rien. Et c'est dommage. Et pourtant, Jude Law est toujours bon en Dumbledore version jeune. Pour le coup, je trouve qu'il fait un bon travail. Mais vraiment, le film, arrêtez en trilogie. Et s'il vous plaît, mais Warner, là, vous allez sortir Hogwarts Legacy, qui a l'air très très cool et que je vais acheter. N'en déplaise aux justiciers de Twitter, moi je vais l'acheter, je vais kiffer ma vie parce que j'attends ce jeu depuis 1000 ans. Et pitié, mais reprenez la saga en main. Sans déconner, faites un film sur les fondateurs de Poudlard, là, c'est super cool ce concept. Faites une série sur la jeunesse de Voldemort avec les passages qui sont pas pris du sang mêlé, enfin du prince du sang mêlé. Faites une série sur les maraudeurs et la première guerre contre Voldemort, une série qui s'arrêterait à la mort des parents d'Harry Potter quand il se fait trouver par je sais pas, par Dumbledore ou n'importe qui. Je veux dire, ou sur un truc qui se termine sur Hagrid qui va le récupérer. Enfin, c'est l'acteur est mort, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des concepts de fou. Vous faites une suite, soit en respectant l'enfant maudit, soit en faisant un truc qui n'a rien à voir. Je sais pas, j'ai pas vu la pièce. Et à ce qui passe, c'est bien de la merde. Donc je ne vais pas prendre de parti. Mais pour le coup, voilà, exploitez l'univers correctement. Arrêtez d'exploiter l'univers pour faire de la merde. Parce que clairement, le film il bide. Pas pour rien. Si la saga elle bite de plus en plus entre chaque film, s'il y a de moins en moins de gens qui vont voir les films à chaque fois, c'est pas pour rien. Vraiment, les Animaux Fantastiques, il y avait un concept de spin-off pour le premier film, mais après, vous avez totalement perdu le concept et vous êtes parti dans des trucs qui n'ont rien à voir.
Alors oui, exploitez des idées, si vous en avez. Mais n'essayez pas de mixer tout dans un espèce de cocktail qui est vraiment, mais indigeste. À la fois trop vide et trop plein, ça ne veut rien dire. Et... Ah non, vraiment, j'ai détesté ce film, et pour moi, la 5ème place, elle est largement méritée pour le flop. Pour le coup, on a face à nous un film qui, malheureusement, veut raconter, mais ne sait pas raconter. Et changer de réal, vraiment, David Yates, c'est bon, il en a fait des films de l'univers Harry Potter, il a fait quand même 4 films Harry Potter et 3 films Animaux Fantastiques, c'est bon. On a vu ce qu'il faisait, c'est de plus en plus indigeste, c'est de plus en plus impersonnel, fade, et les effets spéciaux sont dégueulasses. Les effets spéciaux numériques, j'entends. Vraiment, plus ça va, plus le film me paraît vieux alors qu'il est récent. C'est-à-dire que certains Harry Potter me paraissent avec de meilleurs effets spéciaux parce qu'ils prennent le temps de le faire. Là où les Animaux Fantastiques, c'est vraiment dégueulasse. Donc non, c'est de la merde, stop. Stop, faites des fonds... Laissez les artistes faire de bons effets spéciaux et laissez-leur le temps de le faire surtout. Parce que vraiment, c'est insupportable de voir des films qui ne laissent pas aux gens faire leur travail. Vraiment. On a aussi la musique qui est vraiment, mais vraiment, à part quand ils essaient de reprendre du Harry Potter, genre, on arrive à Poudlard. Arrête, le film, je sais que je te vois, t'essaies de me la mettre à l'envers, t'essaies de me mettre du Harry Potter pour faire titiller la fibre nostalgique, mais non, ça ne marche pas, stop. Arrête ça, film. Et dernier point avant de passer au flop suivant. Putain, mais arrêtez de nous inventer des super pouvoirs magiques qui vraiment ne font aucun sens dans la continuité de l'histoire. Je veux dire, on t'invente maintenant des moments où les mecs, les mages, peuvent se battre dans des dimensions en mode Doctor Strange, les dimensions miroirs, là, les trucs comme ça. En mode, t'as un combat du coup, dont je parlais précédemment, entre Grindelwald et Dumbledore. Et les mecs se battent sans aucune forme de conséquence. Et je crois qu'il fait pareil avec Croyance. Et t'es en mode, mais quoi? C'est possible? Alors, pourquoi ils ont pas fait ça dans les autres films? Pourquoi d'un coup on t'invente des pouvoirs qui ne peuvent pas s'inscrire dans la continuité? Parce que c'est connu de Dumbledore lui-même et c'est connu avant Harry Potter. Je vous vois venir parce que Star Wars, postlogie, tout ça, la force, les pouvoirs inventés. Je reviendrai sur ce problème-là dans une vidéo un jour. Mais voilà, pour le coup, là on m'invente des pouvoirs qui rendent beaucoup de points de la saga incohérents parce qu'on aurait pu en sortir ça 10 fois en fait. Du coup, là encore une fois, on ressort des incohérences dans une saga et ça fait chier, de plus en plus d'incohérences. Mais bon, il suffit de penser que la saga Animaux Fantastiques n'existe pas et n'est pas canon. Ça n'existe pas. Flop numéro 4. Pinocchio de Robert Zemeckis. Sans déconner, est-ce que j'ai besoin de faire un résumé de ce film, même une vraie critique finalement, parce que les autres films, j'ai essayé d'apporter des points négatifs, des points positifs, parce que bon, c'est un top flop, je peux pas faire non plus un résumé de critique où sur chaque film je m'attarde quand même au moins 15 minutes. Non, non, là, je vais assez vite. Mais là, j'ai même pas envie de me faire chier, parce que en fait, déjà de base, Disney n'a pas envie de se faire chier à faire un vrai film, alors pourquoi je me ferais chier à faire une vraie critique? Hein? Non, parce que... Sans déconner, j'ai passé un très mauvais moment. Pour Pinocchio, j'ai vraiment passé un très mauvais moment. Parce que vraiment, j'ai envie de dire, j'ai plus rigolé, j'ai passé un bien meilleur moment devant le film Shoah. Ah, sans déconner. Le film, j'ai plus rigolé déjà. 9h, j'ai moins vu les 9h passées du film Shoah que des 1h30, 2h de Pinocchio. Sans déconner, vraiment. Non, parce que bon, comment dire, l'histoire... Rien ne change. Donc niveau histoire, pour moi, c'est un 0, parce que vraiment, bah, on reprend juste l'histoire point par point du truc original. Après oui, on aurait dit, s'ils avaient pris autre chose, s'ils avaient fait autre chose, oh là là, mon dieu, on aurait crié au scandale. Oui, non mais c'est bon, là, reprendre... Dans ce cas-là, faites pas un remake de Pinocchio. Parce que me refaire un remake où chaque point de scénario c'est le même, en ajoutant juste une gamine avec la jambe dans le plâtre, ou je sais même pas quoi, là, pour considérer qu'il y a des nouveautés, non, c'est bon. C'est la même chose, il n'y a pas d'intérêt. Avec le scénario similaire, on a des acteurs, mais ils sont là pour payer leurs impôts. Hein. Tom Hanks, je sais pas ce qu'il fout là. Vraiment, Tom Hanks, mais qu'est-ce que t'allais te foutre dans cette merde, sans déconner. Robert Zemeckis, mais pourquoi tu réalises ça? Et pourquoi tu rends ce produit-là? Enfin, ça doit être Disney qui t'oblige, je sais pas, parce que... Non mais... non, c'est grave. Ce film est grave. Son existence est grave.
C'est pour ça aussi que je m'énervais contre Le Roi Lion et tous ces remakes-là qui sont des copies point par point. Au moins, même des films de merde comme Maléfique ou des films moyens que j'aime bien comme Cruella, ah, on peut leur faire les reproches qu'on veut. Ces films-là, au moins, tentent quelque chose. Ils tentent d'inventer une nouveauté. Ils tentent de faire quelque chose d'autre. Ils sont pas des copies carbone, donc contrairement à La Belle et la Bête, par exemple, que je déteste. Non, non, là, au moins, c'est intéressant dans le sens où ça invente quelque chose, au moins. Là, non, non, c'est de la copie carbone. L'histoire est la même. Les designs sont les mêmes. On n'essaie même pas de changer un minimum le visuel. Non, non, c'est le même. Et en plus, c'est moche. Je me répète dans ce flop, hein, mais les effets spéciaux sont immondes. C'est aberrant de sortir ça, quoi. Ce qui marche des fois en animation ne marche pas forcément en réel. Et là, pour le coup, mais les séquences avec Pinocchio sur la flotte et tout, mais... Oh là là, mais c'est immonde, j'ai jamais vu ça, vraiment. Je refuse, dans un film, enfin dans une société où l'Odyssée de Pi a genre 10 ans, un truc comme ça, pour le coup, je refuse que, après l'Odyssée de Pi, qui a autant de temps sorti, on nous sorte des films comme ça. C'est invraisemblable. Oui, mais les enfants, ça leur fait découvrir les films. Montrez-leur les originaux. Montrez-leur les dessins animés de l'époque. Moi, je suis désolé, je suis né fin des années 90. Ça m'a pas empêché de découvrir des dessins animés Disney sortis dans les années 30-40. Faut arrêter les conneries. Les films des années 60-70, j'en ai vu pour autant, tu vois. Donc, faut arrêter avec ce délire de faut faire découvrir les jeunes avec des nouveaux films de maintenant. Non, non. L'animation, c'est justement ça qui est pratique avec l'animation, contrairement au film live action. C'est que l'animation, au moins le film ne vieillit pas réellement. Ok, bon, le son est un peu vieillot, l'image est un peu poussiéreuse et tout. Mais on s'en fout. En soi, l'animation, ça reste l'animation. C'est tout. Donc merde, me ressortir un film copie carbone, mal fait, mal exécuté, dégueulasse, et avec rien d'intéressant à vraiment analyser, bah va te faire enculer. Voilà, clairement, Disney va te faire enculer. Me sortir ça, c'est honteux. Donc, hein, voilà, et tiens, c'est pour le bot YouTube, ça. Nique ta mère, fils de pute, la chatte de la con de ta mère, la pute. Ce film-là, tu sais quoi, je préfère me mater un film comme La Liste de Schindler plutôt que de me mater Pinocchio. Je rigolerais beaucoup plus. Parce que Pinocchio, c'est de la merde. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Donc voilà, Pinocchio, c'est de la merde. Sans déconner, je vous supplie de ne regardez pas ce film, clairement. Ne donnez pas des vues à Disney Plus sur cette merde. C'est honteux, non, stop. Matez-le, donnez-leur de bons films, et vous matez de bons films, et parliez-vous ce film, vraiment. Pour le coup, je suis du genre à dire faites-vous votre avis sur le film avant d'écouter juste les avis des autres. Mais pour le coup, je ne saurais que trop vous conseiller d'esquiver ce film qui n'a vraiment aucun intérêt. Je veux dire, on pourra... Tu sais quoi, je vous conseille plus de voir Tic et Tac, vraiment. J'ose le dire, parce que au moins Tic et Tac propose quelque chose de merde, mais propose quelque chose. Là, même Hôtel Transylvanie 4. En fait, c'est ça qui est le truc, c'est que plus on s'enfonce dans les flops, plus je relativise les films précédents. C'est ça qui est amusant. C'est que Hôtel Transylvanie 4 et l'agneau musée de Le Retour de Kamundra ne proposent rien d'intéressant, mais au moins c'est des épisodes originaux, on va dire. Là, ça propose rien, mais en plus, c'est vraiment juste un remake. Mal fait. Donc vraiment, non, non. Flop numéro 3. Le secret de la cité perdue de Aaron et Adamni. Une romancière est kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoqué dans son dernier ouvrage. Elle est accompagnée d'Alan, un mannequin qui incarne le héros à la plastique avantageuse, figurant sur les couvertures de ses livres. On le retrouve sur le flop de beaucoup de mes amis cinéphiles sur YouTube et Twitter. Vraiment, le secret de la cité perdue. En fait, ça a tous les défauts d'une mauvaise comédie américaine. L'humour lourd, les stars qui font leur gros ego et qui veulent montrer ah regardez je suis trop marrant et tout. Je suis tel acteur, je suis trop marrant. On a tout ce délire là. On a toutes ces blagues forcées dont les Américains sont spécialistes. Et c'est tout en fait. On a vraiment cet humour mal placé, ce scénario qui est vide juste pour justifier une avalanche de gags mais qui est pas drôle. Non, non, vraiment, c'est juste une comédie pas amusante. Pour le coup, Channing Tatum,
il me fait pas rire. Sandra Bullock, elle me fait pas rire. Daniel Radcliffe, qui est un acteur que j'aime énormément et qu'on reverra peut-être dans cette vidéo. Bah là, je trouve vraiment, c'est le pire choix de carrière qu'il ait fait avec Insaisissable 2 à mes yeux. Mais voilà, c'est pas grave. Après, c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui pour moi a fait d'excellents choix depuis qu'il a fini les Harry Potter. Donc voilà, non, pour le coup, un film vraiment oubliable et nul. Vraiment, c'est la seule scène qui m'a fait sourire, on va dire. C'est la scène du sauvetage de Sandra Bullock par Brad Pitt. Brad Pitt que je trouve qui est toujours un acteur sympathique, mais là, ouais, ça m'a fait sourire, mais vite fait. Mais sinon, c'est vraiment redondant. C'est le genre d'humour qui ne me plaise pas. Enfin, vraiment, c'est vide. Voilà, le problème, c'est que c'est vide. Je n'ai aucun plaisir à voir ce film. Vraiment, pour moi, c'est le niveau 0. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réal. C'est vraiment filmé comme un téléfilm Disney Channel. Les acteurs, peut-être qu'ils s'amusent sur le tournage, mais vraiment, c'est une plaie à regarder. Hein. C'est juste vide, creux. L'humour, les blagues sont trop longues. Elles sont vraiment... Vous savez, quand on fait une blague beaucoup trop de fois ou beaucoup trop longtemps, la blague, on la pousse, et au final, c'est même plus drôle. Bah, c'est un peu ce délire-là. Et le truc, c'est que les blagues sont convenues. C'est de l'humour. On a tellement vu ce genre de blagues dans des comédies américaines ou autres, qu'en fait, principalement, ça ne marche plus. À force, en fait, ces genres d'humour, on l'a vu encore et encore. Et on est là, bah... Oui, bon, bah, il va se passer ça et ça va être drôle. Ah, bah, il se passe ça et c'est drôle. Ok. Et le problème, c'est que vu que le scénario ne sert qu'à justifier des gags, et une romance de merde bateau au possible, malheureusement, il n'y a rien qui va. En fait, le film est raté. Pour moi, le film est juste un ratage. Un film qui n'a aucune raison d'exister, avec des acteurs ne faisant que des stéréotypes, avec une réal Disney Channel. Donc vraiment, numéro 3 mérité, parce que vraiment, j'ai vraiment passé un très mauvais moment. Voire plus que Pinocchio, parce que Pinocchio, je pouvais gueuler. C'est que Pinocchio, j'avais au moins l'énervement pour moi. Là, dépité. Vraiment, je pense que j'aurais pu tomber dans un coma pendant ce film. Vraiment, c'est... Oh non. Flop numéro 2. Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia. Melody, sa sœur adolescente Lila et leurs amis Dante et Ruth se rendent dans la petite ville de Harlow au Texas pour lancer une nouvelle entreprise de bobo hipster. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar réveillé lorsqu'ils pénètrent sans le vouloir dans le monde de Leatherface, le dangereux tueur en série dont l'héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Hardesty, unique survivante du tristement célèbre massacre de 1973, est bien décidée à se venger. Je dirais que si je n'étais pas un minima objectif dans mon flop et dans mon top, si je n'étais pas un minima honnête sur la qualité des films que je regarde, si c'était juste sur l'affect, sur l'opinion que j'ai du film et le sentiment ou ressentiment que je peux éprouver à l'égard du long métrage, ce film serait mon flop 1. Mais il y a un film pire encore, objectivement, même si je l'ai moins détesté. J'ai détesté Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, sorti sur Netflix. Je l'ai détesté. Vraiment. Je l'ai détesté encore plus que Les Animaux Fantastiques, que Jurassic World 3, que Pinocchio. Je l'ai encore plus détesté. Parce que, personnellement, je suis beaucoup attaché à la licence Massacre à la tronçonneuse. Que ce soit les opus les mieux foutus ou les plus mauvais, j'ai quand même toujours un petit affect. Je trouve que cette saga a toujours un petit quelque chose qui, moi, me plaît. Et ce film m'énerve. Ce film m'énerve à un niveau, mais... Parce que ce film est incohérent avec lui-même. Ce film n'a aucune raison d'exister. Enfin, ce film est une merde. C'est... Comment dire? Il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Commencer par le mythe de Leatherface. C'est-à-dire qu'ici, dans ce film, on essaie de faire simplement un Halloween-like. Dans le sens où on a relancé la saga Halloween avec la dernière trilogie de David Gordon Green, qui est plus ou moins réussie, ça reste l'opinion de chacun. Moi j'ai vu les 3 films et j'ai trouvé la trilogie personnellement
sympathique pour une licence que je n'apprécie pas tant que ça, parce que la saga Halloween, moi, ne me parle pas tant que ça, c'est personnel. Et directement, quand j'ai vu après le Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, je vois tout de suite que le mec a voulu faire l'équivalent pour la saga Massacre à la tronçonneuse. Le problème étant que ce n'est pas la même chose. En fait, les deux licences ne sont pas les mêmes et ne répondent pas au même code. Vouloir faire un Halloween avec Vendredi 13, pourquoi pas? D'ailleurs, je crois qu'il y a des projets actuels de reboot. Mais bref. Vouloir le faire à ce moment-là, ça marche. Le faire avec Massacre à la tronçonneuse, ça ne marche pas. Parce que Massacre à la tronçonneuse n'a pas de réel boogeyman. C'est-à-dire que, ok, Leatherface est grand et imposant. C'est un tueur. Il a une arme iconique, ok. Le problème, c'est que là où Jason, Michael Myers et tout ça sont des personnages inarrêtables et vraiment mystiques, en fait, bah, Leatherface est un être humain. Rien que dans l'original, bah, il finit quand même blessé quand même parce qu'il a vécu. Donc, vouloir en faire une créature inarrêtable et débile, ça me fait chier. Ça me fait juste chier. Surtout que pour moi, les tueurs dans Massacre à la tronçonneuse, c'est la famille entière, c'est pas seulement Leatherface. Mais bon. Ils ont encore voulu faire Halloween. Et le problème de ce film-là, c'est que moi, je pense qu'un slasher réussi propose des héros qui sont un minima attachants ou sympathiques, ou intéressants. Ici, c'est pas du tout le cas. Le problème, c'est que on a face à nous une bande de bobos. C'est le terme en fait, c'est tel que le film les représente du moins. On a une bande de bobos vegan, un peu le stéréotype, vous voyez. Ils veulent s'installer au Texas pour lancer leur hôtel. Mais je crois qu'il y a vraiment une consonance SJW dans leur hôtel, il y a vraiment une consonance particulière qui rend du coup le tout vraiment surfait. Et David Blue Garcia est vraiment quelqu'un du sud, qui est vraiment, je crois, du Texas ou des horizons, là, et voulait défendre l'aspect un peu Yankee Texas. On a le droit d'avoir nos armes et tout ça. Et du coup, le film te montre une héroïne qui a survécu à une fusillade dans son lycée, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui est contre les armes. Et dans le film, en moins de 2 heures, elle passe de « Ah non, les armes, c'est de la merde et tout » à « Ah mais en fait, les armes, c'est génial !» Elle utilise une arme, elle défonce Leatherface, tout ça en moins d'1h30 de film. Je dis « Mais l'évolution est trop rapide, elle est trop radicale, ça ne marche pas. » Ensuite, Leatherface n'est pas impressionnant, vraiment. On essaie de l'iconiser, mais pour moi, c'est vraiment... Les meurtres sont bas de gamme, en fait, il n'y a pas d'originalité. C'est ça qui me gêne. C'est que ce que j'aime dans certains films actuels en termes de slasher et autres, on essaie d'avoir un minimum d'originalité dans les morts, dans l'expression qu'on a de la sauvagerie. Là, non, c'est vraiment des meurtres convenus, pas spécialement intéressants. Le seul passage vraiment qui est sympathique, et encore, il en devient risible et cynique et ça m'énerve, c'est le passage dans l'espèce de bus boîte de nuit, où il entre Leatherface, et avec les lumières néon, il tue tout le monde, et du coup, je trouve que le visuel est sympathique à ce moment-là. Mais vraiment, c'est gâché par le début de la séquence avec un mec, une tronçonneuse qui rentre, et t'as bien sûr un Instagrammeur, un influenceur qui fait « Eh mec, t'es filmé, touche-moi, c'est le procès, t'as pas le droit, hein, t'es filmé, attention, il y a des preuves. » Ta gueule, putain, il y a un mec avec une tronçonneuse et un masque en chair humaine devant toi, tu dis ça, mais... Ah, il faut que tu crèves, t'as aucune espérance de vie, toi. Non, mais voilà, c'est la seule scène que je trouvais un minimum sympa. On a vraiment des tentatives de fanservice et d'hommage nuls. Dans la scène de fin où il y a une des deux héroïnes qui meurt, déjà c'est convenu au possible, c'est pas surprenant, vraiment l'aspect jumpscare ne marche pas. Et bien sûr, oh là là, Leatherface fait sa danse habituelle pour faire écho au premier film. Enfin, le film se veut être un Halloween mais ne marche pas sur beaucoup de points. On a le retour de l'héroïne du premier film, là jouée par une autre actrice parce que bah, l'actrice de l'original est morte entre temps, donc de peau. Et en fait, ils ont voulu en faire une Jamie Lee Curtis, voilà, pardon, une Jamie Lee Curtis totalement assumée, c'est totalement le même personnage, en fait. Et ils l'ont fait mourir en 10 secondes. Alors, d'un côté, je me dis, ok, vous voulez prendre à contre-courant, mais en fait, vous pouvez pas reprendre totalement la recette de ce que vous voulez refaire en faisant son contraire. Enfin, ou alors, vous faites vraiment une satire de ce nouveau mouvement des slashers. Mais vous faites une vraie satire, vous faites pas de la satire quand ça vous arrange, pour oh là là c'est surprenant parce que c'est le contraire des attentes du public, et à la fois faire totalement ce qui est convenu dans ce renouveau du slasher.
Il y a quelque part un truc qui marche pas en fait, ça connecte pas. Et voilà, du coup, le film est vraiment... un parti pris pro Texas en mode yeah, nous on est contre les vegans et leurs idées débiles. Et oh, regardez les armes, elles sont trop cool. Regarde toi, tu es contre les armes, mais les armes elles te sauvent face à Laserface. C'est vraiment le film indigeste. Vraiment, je me répète un peu dans ce flop parce que pour moi les films ont tous les mêmes symptômes plus ou moins et font appel aux mêmes problèmes. Et pour le coup, les maquillages et tout sont bien faits, l'exécution en termes de mise à mort, les effets spéciaux pratiques et autres fonctionnent bien. Mais vraiment, c'est tout l'aspect narration qui ne marche pas. Même la réal, j'ai rien à en dire. C'est pas le haut du panier, mais c'est pas non plus ridicule. Non, vraiment, le scénario ne fonctionne pas. C'est une espèce de repompe de la nouvelle vague d'Halloween, mais en version ratée. Avec des influenceurs et des bobos d'un côté, et des Texans arriérés de l'autre. Donc, vraiment, les persos sont inintéressants. Je veux dire, on a des persos qui sont juste des archétypes, encore une fois, mais ça ne marche pas. On a juste du stéréotype encore et encore, du jumpscare qui ne fait pas peur, une ambiance qui n'est pas pesante comme l'a fait l'original, ou même d'autres films de la saga Massacre à tronçonneuse que je défends. Vraiment, il n'y a aucun personnage réellement intéressant qui n'est pas déjà prévisible dans leur évolution. Je veux dire, quand on incite à ce point sur « Ah, l'héroïne, elle n'aime pas les armes. Ah, mais l'autre, il lui montre que les armes, c'est cool. Ah, du coup, elle utilise les armes. » Vraiment, c'est téléphoné, c'est vraiment... Il n'y a rien à en tirer. Et le flop numéro 1, Arthur Malédiction de Barthélemy Grossman. Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Sans déconner, je peux même pas être énervé sur ce film. Je ne peux même pas être énervé sur le sujet de ce film. J'ai eu beaucoup d'échos de la production de ce film via des amis qui sont à l'école Besson. Du coup, connaissent les gens qui ont travaillé sur le film. Ils connaissent le déroulé de la production. Je vais pas me permettre de dire beaucoup de détails parce que je ne veux pas dévoiler des trucs que mon ami ne voudrait pas forcément que je vois dévoiler. Je connais des amis qui connaissent des amis et j'ai des amis qui y sont. Enfin bref, bordel. Et du coup, j'ai même un collègue qui fait figurant dans la scène à la fin avec les flics. Bref. C'est ma vie. Hermite raconte sa vie. Non, pour le coup, je peux pas être énervé sur ce film parce que sans déconner, quand on voit la production de merde qu'il y a eu, c'est un miracle que ça existe. Et Luc Besson prouve encore une fois qu'il fait de la merde. Malheureusement, parce que j'aimais bien les débuts de Luc Besson avec Sixième Sens, Léon, tout ça. Mais vraiment, là, il s'enfonce de plus en plus en volant des courts-métrages créés sur le net, en faisant faire les 3/4 du travail sur la production par des élèves de son école et au final... voilà. Non, non, le pire, c'est que le résultat n'est pas nul au point de m'énerver. J'ai vu le film avec des amis, encore une fois, et bah, j'ai rigolé. Franchement, le film ressemble à un film étudiant. Un film étudiant pas fini, un film étudiant avec ses défauts. Et vraiment, j'en arrive à éprouver de la compassion pour ce film, qui vraiment est un ratage. Parce que c'est pas un film professionnel. Enfin, c'est ça le truc. C'est que le film est pour moi au top, en flop 1, pardon. Le film est flop 1 pour moi, par rapport à d'autres qui sont pour moi tout aussi mauvais, voire plus parfois, en termes d'énervement personnel. Parce que le film n'est pour moi pas un film professionnel. Pour moi, c'est un film étudiant fait au cours de l'année dans une école et diffusé de manière professionnelle. Pour moi, le film est une fraude là, à ce niveau-là. Maintenant, j'ai l'impression que les acteurs, qu'ils soient bons ou mauvais, mettent vraiment de la bonne volonté et leurs meilleures intentions. D'ailleurs, dédicace à cet acteur qui pour moi est le meilleur du film. Je ne me rappelle plus ton nom, mais tu es le meilleur du film. Et pour le coup, vraiment, le film rate plein de points et c'est ça qui est dommage parce que moi, le concept de base, me dire putain, on reprend la licence Arthur et Minimoys, on fait de l'horreur, je me disais, quand j'ai vu la première affiche, je me disais waouh, ça peut être vraiment, vraiment fun comme concept. J'y croyais pas trop, mais je me dis bon, allez, on va essayer d'avoir de l'espoir, mais finalement non, le film est assez classique, il fait pas peur,
Les morts sont assez prévisibles. C'est un peu mou, malheureusement c'est mou, il y a un vrai ventre mou dans le rythme du film. C'est malheureusement... je dis malheureusement parce que vraiment, c'est un film étudiant. Moi je le vois comme un film étudiant. Pour moi, ce film n'est pas un film professionnel raté, alors que les mecs avaient le budget, avaient tout était dans leur clé en main pour qu'ils réussissent. Là, non. Le film, c'est des étudiants qui l'ont fait à 90%, qui ont fait ce qu'ils ont pu pour rattraper l'ego de Besson. Pour le coup, le film est un réel essai de la part de certains. Moi, je vois, personnellement, quand je vois le film, je vois certains trucs. Il y a de la bonne volonté. Ils essayent. Et malheureusement, c'est foiré, mais pas parce que les mecs sont à chier, mais parce qu'en même temps, tu peux pas remporter la Coupe du Monde de poker avec une paire de deux, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu joues avec les cartes que tu as en main. Et pour le coup, je comprends que certains acteurs soient énervés par ce qu'a été le film finalement. Parce que vraiment, c'est foiré à tellement de niveaux et c'est dommage. C'est dommage, moi ça me fait chier. Vraiment, c'est... Le film, moi, était parfois tellement mauvais ou tellement ridicule. Je parle par exemple de la scène du fermier là qui les prévient au début du film. C'est tellement ridicule et kitsch, moi, que ça me fait délirer. Je peux pas dire je déteste. Je peux objectivement trouver que le film est mauvais. Je peux trouver que les acteurs sont pas toujours convaincants, que la réal est vraiment molle, que le rythme est très très disparate, que le film ne fait pas peur, que finalement la révélation de qu'est-ce qui se passe sur le lieu de tournage, là, sur la maison d'Arthur et les Minimoys, c'est vraiment décevant et c'est de la merde. Je peux trouver qu'il n'y a pas de musique intéressante, que c'est écrit avec des sabots, que c'est de la merde. Je peux reconnaître tout ça, mais je peux pas dire que je l'ai détesté. C'est objectivement le film le moins bon de l'année à mes yeux, mais c'est pas le film le plus énervant et détestable que j'ai vu. C'est vraiment un film qui est juste exploité pour une raison que je comprends pas. Et c'est ça qui peut m'énerver personnellement, c'est vraiment la façon dont ça s'est fait, la façon dont Luc Besson a géré le truc, la façon dont tout le monde a été traité chez les techniciens. C'est ces trucs-là, moi c'est ça qui m'énerve. C'est ce qui entoure le film, pas le film en lui-même. Parce que le film, je sens que certains, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour sauver un naufrage. Et ayant été en école de cinéma, je sais ce que c'est d'être sur un projet avec des cons qui vous emmerdent et des gens qui essaient de vous saboter. Donc, pour le coup, j'ai plus de compassion pour le film en lui-même, mais je suis énervé totalement pour la manière dont le film a été fait et pour la manière dont le film a été exploité, malgré le fait que ça aurait pas dû être ça. Ça aurait pas dû être le cas. Ça aurait dû rester un film d'étudiants fait entre eux, pour eux, à la limite exploité en tant que film étudiant dans des salons peut-être, en tant que premier film peut-être, mais ça devrait en aucun cas être considéré comme un film professionnel exploité en tant que tel en salle. Ce film est une aberration. Ce film est une aberration, mais voilà, moi si jamais par mégarde, si jamais par hasard total et absolu, des étudiants, des jeunes acteurs qui ont tourné, qui ont travaillé dans ce film-là, sur ce film-là, pardon, voient cette vidéo, bah sachez que moi personnellement, je trouve que je vois que vous avez mis les meilleures intentions possibles et que malheureusement vous étiez saboté dès le départ et que c'est pas de votre faute. Malheureusement, le pire film de l'année n'est pas le pire film de l'année pour moi parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est pas un film pro. En plus, c'est ridicule, merde. Déjà, le film est invraisemblable dès le début. Déjà, je suis désolé. Ouais, des gamins, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont fans des Minimoys. C'est complètement con. Déjà, personne n'aime Arthur et les Minimoys. Personne. Vraiment le l'ego trip de Luc Besson en mode oui, j'ai marqué l'enfance des gens avec mes films. Non. Non, Luc, arrête. Retourne faire des films comme Le Cinquième Élément et Léon, s'il te plaît. C'est très bien. Bon, enfin, tu me diras si tu fais des copies de Nikita en changeant de nom à chaque fois, ouais. Ça marche toujours pas. Enfin bref, voilà, c'était déjà le flop de l'année. Des films que j'ai détestés, des films qui m'ont fait rire de leur nullité, des films qui m'ont mis de la compassion dans le cœur. Voilà, il y a de tout. C'est vraiment le flop pour moi, c'est vraiment des films ratés à plus ou moins de niveau. Des fois des films moyens jusqu'à des films qui sont de la nullité absolue ou de la non-création, du non-artistique à 10 000%. Il y a de tout.
Et c'est la partie négative de l'iceberg, mais on va voir maintenant les bonnes parties, parce que bon, il y a des mauvais films, mais il y a eu des bons films aussi, des super films, des chefs-d'œuvre, des films excellents. Et donc on va voir ça avec un grand plaisir, parce que même les films mauvais ont des bons points parfois, euh, et du coup les bons films en auront peut-être des mauvais, des points. On va voir ça.